On va commencer là. Bonsoir. Eh bien merci d'être venus. Ce soir, comme d'habitude, on va parler de WordPress parce qu'on est au Meetup WordPress Nantes. Et je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Arnaud Banvillé, je suis développeur chez Matière Noire, qui est donc une... Mince, t'as dit quoi? Agence Web Mobile IoT. Une agence web mobile IoT, je le savais. Ce soir, on va parler du projet Gutenberg. Par contre, on va faire vraiment que les... comment est-ce qu'on fait des blocs? Donc les blocs, vous allez voir ce que c'est. Comment est-ce qu'on fait des blocs? On va pas avoir le temps de parler de la prise en main de l'interface, comment marche l'interface, tout ça. C'est passionnant, l'interface est super bien faite, il y a plein de trucs, il y a plein de raccourcis clavier, il y a plein de trucs, c'est génial. On va pas du tout le voir, parce qu'on n'aura pas le temps. Et il y a aussi une partie qui était chouette. Avant, je m'étais dit, j'en causerais un petit peu. Et en fait, ça rentre pas, c'est vraiment trop long. Donc on va pas du tout voir, côté thème, comment prendre en compte Gutenberg. Il n'y a pas beaucoup de choses à savoir, mais un peu, mais on va pas en parler. Donc, bon. Et juste pour savoir, qui est-ce qui est développeur, là, dans la salle? Ouais, quand même. Parce que c'est... on va voir beaucoup de code, ça va être pas mal technique. Donc ceux qui sont un peu moins à l'aise avec le code, ça va être un petit peu plus dur. Et qui est-ce qui a compris la référence? Bernard? Ouais, parfait. Donc, le projet Gutenberg, alors c'est assez incroyable, c'est un vrai coup de bol en fait, parce que aujourd'hui, cette nuit, est sortie la bêta, la première bêta de WordPress 5. Donc la seule grosse nouveauté de WordPress 5, c'est l'intégration de Gutenberg, donc qui perd le nom de Gutenberg. Gutenberg, c'est le nom du projet quand il développait. Donc maintenant, on parlera juste de l'éditeur. Donc c'est le nouvel éditeur de WordPress, qui intègre du coup WordPress 5, qui est en bêta depuis aujourd'hui. Ça veut dire que vous pouvez facilement le télécharger, l'installer. Coup de chance incroyable en termes de timing, quoi. Ouais, donc ça devient le bloc éditeur. Dans la doc, vous verrez, bon, c'est un peu tout. Il y aura encore Gutenberg qui va apparaître pas mal, mais en gros, si vous entendez parler de bloc éditeur, c'est Gutenberg. C'est pas deux trucs différents, c'est le bloc éditeur. Et l'ancien éditeur, de temps en temps, on le voit souvent maintenant sur Classic Editor. Bon, il y aura les deux. Et en français, ce sera juste éditeur, a priori. Donc ce sera l'éditeur. Et juste avant d'entrer dans le truc, techniquement, là, il y a un article de Riyad qui va être le lead développeur de la phase 2, qui a expliqué comment ils avaient mergé du coup Gutenberg dans WordPress, et c'était assez rigolo. En fait, ça fait le merge, il est vraiment pas très gros. Ils ont juste changé le petit bootstrap de la page d'édition, donc le petit fichier PHP qui bootstrap la page, et après tout le JavaScript qui compose le nouvel éditeur, qui est entièrement JavaScript en React, pour ceux qui ne le savaient pas. C'est des packages, donc c'est vraiment des dépendances JavaScript, quoi. Et c'est assez nouveau, et du coup, alors je ne sais pas exactement comment ça va être fait, mais a priori, les packages vont quand même être maintenus sur GitHub. On pourra facilement du coup participer au corps de WordPress sur GitHub. Alors j'en suis pas sûr, ça faudra vérifier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va continuer d'exister sur GitHub pour la phase 2, qui a déjà commencé. Et la phase 2 du projet Gutenberg, on va pas non plus en parler ce soir, mais vite fait, c'est en gros, la phase 1, c'était l'éditeur d'articles, de pages, là, donc rentrer du contenu. Et la phase 2, c'est on va pouvoir éditer toute la page avec des blocs. Donc les menus deviennent blocs, les widgets qu'on mettait dans des zones widgetisables, tout ça devient des blocs, tout devient bloc. Phase 2 du projet qui a commencé. Alors, on est parti. Donc pour créer des blocs, on commence par créer des petits plugins. Donc ça, il y avait déjà eu des meet-ups sur la création de plugins. Donc en gros, pour faire simple, on crée un dossier dans plugin, tout ça. Donc ça, j'espère que ça parle à peu près à tout le monde. On crée un dossier et dedans, donc on va commencer à voir comment on va faire. Un des premiers trucs, c'est que on fait du JavaScript maintenant, beaucoup, vous allez voir. Et
quand on développe en WordPress, on met toujours le debug à true, et quand on fait du JavaScript, on rajoute aussi script debug à true si on met pas le script. Donc ça, c'est dans le WP config de votre install de WordPress. J'espère que tout le monde voit à peu près où ça va. Si on met pas le script debug à true, dans l'admin, tous les fichiers sont minifiés. Du coup, on a du mal à voir, et surtout, on voit pas bien les erreurs. Voilà, on prend la version pas minifiée des fichiers JavaScript, on a des vrais messages d'erreur, tout ça. On en a plein, c'est génial. Donc ensuite, on commence un petit plugin, et là, on arrive dans la problématique qu'on connaît moins si vous venez du PHP, mais en JavaScript, à l'heure actuelle, on écrit du JavaScript dans une version qui est différente de JavaScript qui est consommée par le navigateur. Donc, on a besoin de faire une petite tambouille. Il y a plusieurs moyens de le faire. Vous pouvez, il y a un petit projet qui s'appelle CraneGuttenBlock qui vient avec un truc déjà tout fait, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec les Babel et tout ça et tout ça. Et sinon, il y a un petit plugin starter proposé par Riyad. Riyad, toujours le lead développeur de la phase 2, lead développeur technique de la phase 2. Et moi, je suis parti avec ça parce que je trouve que son approche est vachement bien, c'est vachement plus petit. Donc, en gros, vous avez juste un petit package.json à récupérer, donc qui prend juste Babel. Donc Babel, c'est ce qui sert à transformer, vous allez voir, on va écrire du JavaScript en ESNext, ce qui s'appelle, donc c'est une forme de JavaScript qui est pas encore finie finalement, donc les navigateurs ne l'implémentent pas, mais c'est vraiment plus simple d'écrire comme ça. Et Babel, ça va le compiler en du JavaScript que tous les navigateurs comprennent. Donc Babel, ça sert à ça. Babel preset défaut, en fait dans le corps, il y a une config Babel. Donc en fait, on n'a pas à le faire, paf, on prend ça. Ça, je ne savais pas que ça existait avant de découvrir le plugin de Riyad. Et Parcel, c'est ce qui vous permet de mettre tous vos fichiers en un seul. Donc lui, il utilise ça parce qu'il n'y a pas d'autre config à faire qu'appeler Parcel dans les scripts. Alors que Webpack, c'est un peu plus compliqué. Si vous aimez bien Webpack et que vous connaissez Webpack, vous ne prenez pas Parcel, vous prenez Webpack. Donc voilà, ça, en gros, vous copiez ça à la racine de votre plugin. Vous rajoutez la petite config Babel, là où il n'y a pas grand chose à faire, en gros, à part lui dire qu'on prend les trucs du corps de WordPress. Un petit npm install, npm watch. Watch étant un script défini ici. Non, start, pas watch, start, qui fait un watch, tout ça. Donc là, j'en ai plusieurs, mais normalement, c'est juste index.js. Ça parle à peu près à tout le monde, ça, les environnements de développement JavaScript, ça, vous voyez un peu... Ouais, ok, moyen, bon, il faudra s'y faire malheureusement, ça c'est... Après, on peut aussi écrire des blocs en JavaScript, pas en utilisant ESNext, enfin l'écriture JavaScript ESNext, et en écrivant du JavaScript directement compréhensible par les navigateurs, donc ES5 ou des trucs comme ça. Moi je trouve ça plus compliqué, mais dans la doc de Gutenberg, dans la doc officielle, à chaque fois qu'il y a un exemple de code, il y a toujours deux onglets, ES5, ESNext. Donc si vous ne voulez pas vous embêter avec Babel, vous pouvez regarder comment ils font en ES5. Moi toute ma presse c'est ESNext. Donc là on a là on est parti. Avec ça, du coup, on peut commencer notre plugin, on va pouvoir commencer à écrire tout ça. Et je voulais juste aussi vous dire que dans le projet WP-CLI, là, il y a déjà une commande pour scaffold les blocs. Scaffold, c'est une commande où vous pouvez, qui existe depuis un petit bout de temps, vous pouvez faire scaffold theme, scaffold plugin, et ça vous créer la structure d'un thème, la structure d'un plugin, la structure d'un plugin avec test unitaire, des trucs comme ça. C'est vachement cool. Ils ont déjà un scaffold block. Alors le scaffold block, il gère pas ce petit côté-là, mais ils vous font déjà les petits fichiers, déjà un peu de code, tout ça, c'est un peu pratique. Plutôt très pratique même. Donc ça, n'hésitez pas. Et bien on est parti. Alors maintenant qu'on a tout ça, avant je vais juste vous montrer qu'on peut, sans créer des nouveaux blocs, on peut déjà faire 2-3 trucs. Parce qu'en fait, ils ont une notion
Je vais vous la montrer en visuel pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Ils ont une notion de style et on peut rajouter des styles. Donc ça, par exemple, c'est un bloc de galerie. Et vous avez, ici, là, vous avez une notion de style où on peut changer le style de la citation. Donc en gros, c'est un même bloc, mais juste avec... en gros, c'est si le marquage HTML vous convient, mais que vous voulez un style différent, les blocs, ils ont une notion de style, et vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Tout ce que ça fait, c'est que dans le marquage HTML de votre bloc, sur la div qui encadre tout le bloc, il va rajouter une classe. Donc ça veut dire que sans changer les blocs, vous pouvez juste, ça rajoute une petite classe, puis vous, après en CSS, vous le stylez comme vous voulez. Donc si vous voulez une galerie qui ressemble à autre chose, mais que le marquage de la galerie vous convient, faites ça, parce que sinon c'est beaucoup plus compliqué de refaire tout le truc. Et donc pour le faire, dans votre petit PHP, vous faites juste un enquête script de votre du script, et dans le script, dans votre fichier JS, il n'y a que ça à mettre, quoi. WP, c'est une variable globale setée par WordPress dans l'admin, donc vous récupérez la variable globale, bloc, qui fait partie de WP, et puis là vous avez un register block style. Ici vous dites ça c'est l'identifiant du bloc qui vous intéresse. Tous les blocs, ils ont toujours un identifiant unique avec un namespace et puis le nom du bloc. Donc tous les blocs du core, ils ont le namespace core. Et après le nom du bloc. Donc là, paf, ça c'est typiquement c'est le bloc que je viens de montrer. Et il n'y a que ces deux trucs là à passer, le name et le label. Donc le label, c'est ce que vous voyez dans la sidebar. Et le name, c'est la classe qui va être ajoutée. Ce sera is style votre name. Et après, vous pouvez styler comme vous voulez le bloc. Donc ça, moi, je trouve ça assez pratique. C'est quand même bon à savoir. Mais on est là pour créer des blocs, alors on va créer des blocs. Comment ça marche pour créer un bloc? Donc là, vous êtes dans votre plugin, vous créez votre petit fichier PHP. Sur le add action init, vous faites un register script. Vous register.q, là on le register. Vous pouvez même, on peut faire plusieurs scripts, mais là on en fait un. Et après, vous faites un register block type. Là, vous mettez l'identifiant avec, pareil, le namespace et le nom de votre plugin. Et après, vous passez un editor script, vous passez le script que vous venez de register juste au-dessus. Et après, c'est cette fonction-là qui s'occupe du enqueue script au bon moment. Du coup, vous avez le editor script. Donc ça, c'est pour le script de la déclaration de votre bloc dans l'admin. Ça, c'est le script qui va être sur le front, si vous avez besoin de JavaScript sur le front. Et tout ça va gérer aussi les enqueues, tout ça. Editor style et style, c'est pareil pour les styles. Si vous voulez un style qui soit que dans l'admin et un style qui soit que dans le front, vous les avez là. Et ça, on en parlera à la fin. Render callback, c'est très cool aussi. Et côté JavaScript, du coup, vous créez votre premier petit fichier JavaScript. Et comment on crée un bloc? Et en fait, vous avez une fonction register block qui est toujours dans ces variables globales là, WP block. Et donc register block type, vous donnez votre ID. Et après, vous avez ici, vous allez pouvoir passer plein de paramètres. Les seuls qui sont obligatoires, c'est title. Il faut un titre, c'est ce qui sera affiché quand vous voudrez insérer votre bloc, title, et catégorie. C'est les deux qui sont obligatoires, et edit et save, parce que sinon il ne se passe rien. Donc si vous donnez title, catégorie, edit et save, votre bloc il est valide, ça va fonctionner, quoi. Ensuite, on va voir qu'il y a plein d'autres attributs. Mais donc voilà. Et là, on a créé un bloc. Est-ce que je vous le montre? Je vous le montre. Là, on va essayer de travailler sur ce petit... Alors lui, je l'enlève. On va travailler sur ce petit bloc-là. On va voir tout ce qu'il fait. On va regarder... Et du coup, je vous montre aussi ici. Donc voilà, là on l'a créé. On va voir après un peu tout, mais voilà, ça c'est le vrai code dont vous voyez la démonstration. Donc il a un titre, une catégorie. Vous pouvez créer des catégories. Je vous montre où sont les catégories. À quoi servent les catégories? Les catégories, c'est quand vous ajoutez un bloc, vous avez tous les blocs sont rangés par catégorie. Et du coup, moi, voilà, j'ai rajouté une petite catégorie
Gut démo où il y a mes petits blocs. Donc ça, c'est à ça que servent les catégories. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre qui est intéressant? Donc, titre, description. La description, je ne sais pas où elle s'affiche en fait. Mais on peut donner une description. Ça, c'est les catégories qui sont déjà présentes. Common, formatting, layout, widget, embed. Et puis, vous pouvez les filtrer pour en rajouter si vous en voulez plus. Vous pouvez ajouter des icônes. Alors, les icônes, vous pouvez juste passer une chaîne de caractères si vous utilisez la librairie Dashicon, qui est la librairie d'icônes présente dans l'admin de WordPress. Et sinon, vous pouvez passer des SVG, vous pouvez passer un objet avec un SVG, puis des paramètres over, je veux qu'il soit fil rouge. Enfin, c'est assez, en termes d'icônes, on peut faire pas mal de trucs. Vous pouvez passer un tableau de mots-clés, de keywords, parce que les blocs, on peut les chercher. Donc, pour savoir à chaque fois que vous rajoutez un bloc, là, si vous commencez par slash, vous pouvez commencer à taper et ça va chercher. Et ça ne cherche pas que dans le titre des blocs, ça cherche dans la liste de keywords. Donc n'hésitez pas à mettre quelques keywords qui vous semblent intéressants pour qu'on trouve facilement. Les attributs, on va en parler juste après. Transform, ça faudra, c'est vachement intéressant. Il faudrait voir la doc, c'est un gros tableau. En gros, c'est pour passer de votre type de bloc à un autre type de bloc. Vous dites, par exemple, j'ai créé un type de bloc, c'est une image, on peut la transformer, mon bloc, on peut le transformer dans le type de bloc core image, par exemple. Et ça sert vachement, quand on l'utilise, on s'en rend compte. Moi, typiquement, je m'en sers tout le temps pour, j'écris, dès qu'on est dans l'éditeur, dès qu'on fait entrer, ça crée un nouveau bloc paragraphe par défaut. Donc vous commencez à écrire et en fait c'est un titre, et en fait vous sélectionnez votre bloc qui est un peu bloc de type paragraphe parce que c'est le bloc par défaut, puis vous le transformez en titre. Et hop, ça devient un bloc titre. Donc il y a un mécanisme de transformation de bloc et ça peut être intéressant des fois de dire mon bloc, plutôt que de le supprimer, d'en recréer un qui a à peu près le même contenu mais qui est d'un type différent, vous pouvez proposer ce qui soit transformé. Et en gros, c'est un tableau qui dit, moi, il peut être transformé en tel type de bloc, vous passez l'ID, puis après vous dites mon attribut. Par exemple, mon texte devient le texte de l'autre, mon image ici, ça devient l'image là de ce bloc-là. Il suffit juste de faire une passerelle d'attribut à attribut. Et puis vous allez pouvoir le transformer. Parent, on en parlera un petit peu à la fin. Support, c'est assez chouette, ça vous fait c'est plein de petits paramètres qui sont dans le corps que vous pouvez mettre sur votre bloc juste en le déclarant dans support. Typiquement les alignements gauche, droite, centre. Ça, c'est géré juste avec des classes, comme à l'heure actuelle dans WordPress, align left, align right, align center. Et du coup, là, juste en disant support align, votre bloc, il a ça. Il peut être aligné à gauche, à droite, avec les petites classes, les mêmes qui étaient là avant, quoi. Align wide, c'est une nouveauté du projet Gutenberg qui est hyper intéressante. En gros, ça propose de sortir du container. Donc, vous avez votre page et vous pouvez faire... c'est quoi? C'est wide, donc ça sort un peu, et full, ça doit aller gauche-droite de votre fenêtre. Donc ça vous fait des présentations super chouettes. Si votre thème le supporte. Si le thème ne le supporte pas, vous pouvez le déclarer en support, il ne se passera rien. Le bouton apparaîtra même pas de toute façon. Donc, si le thème supporte le line wide, et vous mettez support line wide, vous aurez le bouton. Ce sera super chouette. Encore, c'est les encres HTML. Dans le corps, il n'y a qu'un bloc qui l'a, c'est les titres. Sur les titres, maintenant, vous pouvez mettre une encre et du coup faire un lien vers une section de votre page. Donc si vous voulez vous aussi que votre bloc puisse avoir une encre, support encore. Custom class name, c'est parce que votre corps peut avoir une custom class name. Donc ça, si vous n'en voulez pas, par défaut, c'est vrai. Et si vous n'en pouvez pas, dans les supports, vous dites custom class name false et vous ne l'aurez pas. Class name, c'est parce qu'il y a un mécanisme de classe. Chaque bloc a une class name, donc une classe qui est automatiquement construite avec l'ID. Donc l'ID, c'est le namespace / le nom, et du coup la classe de votre bloc, ce sera namespace - le nom du bloc. Et vous l'aurez automatiquement sur la div quand on tourne votre bloc. Vous aurez la class name qui se mettra toute seule. Si vous n'en voulez pas, class name à false et vous ne l'aurez pas. HTML, c'est parce que tous les blocs, par défaut, on peut les visualiser en HTML. Si vous ne voulez pas de ça, vous lui dites j'ai fait n'importe quoi.
Comment on sort de ça? Je ne sais pas. Vous dites que... Oh, mon joli bloc. On va voir ça. Exact. Ouais, ça marche en plus. Ouais, ça marche, ouais. Inserter, bah alors ça j'ai pas trop capté pourquoi c'était là, mais en gros si vous voulez qu'il soit pas dans la liste des blocs proposés, vous mettez inserter à false et il apparaît pas dans la liste des blocs proposés. Je ne sais pas quelle est l'application. Si vous voulez pas que votre bloc soit utilisé, créez un bloc, mettez inserter à false, les gens ne trouveront pas, ils l'utiliseront pas. Et multiple, c'est si vous mettez multiple à false, vous pourrez utiliser votre bloc qu'une seule fois par page. C'est là par nécessité de rétrocompatibilité parce que dans WordPress à l'heure actuelle vous avez une notion de read more qui bloque votre page et bah, on peut le mettre qu'une fois à l'heure actuelle. Donc ça ils en ont fait un bloc à part qu'on peut mettre qu'une fois. C'est pour ça que c'est là. Bah, peut-être que ça a une utilité pour certains blocs où on est sûr qu'on veut absolument que ce soit qu'une fois dans la page. Multiple, false, on pourra mettre qu'une fois. Ça c'est deux autres petits trucs. Ça c'est le bonheur de quand on développe des blocs. Vous allez voir quand vous créez un bloc, dès que vous changez quelque chose dans la fonction save, il va plus marcher votre bloc. Ce sera écrit gna gna gna. J'arrive pas à retrouver mes petits. T'as changé la fonction save. Bon, c'est chiant quoi. Et ça en fait c'est une manière de dire que ça arrive pas. Enfin, c'est la manière pour que le message n'arrive pas. En gros, chaque version de votre... quand vous changez le marquage de votre bloc, vous devez dire « Ah, attends, ce bloc-là, il correspond aussi donc, au marquage que je déclare, mais il correspond aussi à mon marquage que j'avais fait avant, qui était comme ça. » Et du coup, là, vous mettez toutes les anciennes versions de votre marquage et il peut retrouver ses petits. Indispensable et très pénible. Et là, les styles, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. On peut enregistrer un style sur un autre bloc, mais on peut dans son bloc déclarer des styles déjà. Donc on passe un petit tableau de style avec aussi le name label. Et c'est là où on aura les styles qu'on avait vu tout à l'heure dans la sidebar. Je choisis mon style, ça rajoute une classe et je style le même marquage différemment juste en CSS. Pas mal, hein? Allez, on attaque la partie vraiment fun. Donc la fonction edit qu'on avait vu au début. Quand on crée un bloc, là je vous avais dit, donc là on a vu un peu tout ce qu'on peut mettre ici, et après il y a deux fonctions importantes, edit et save. Et bien edit c'est tout simplement ce qui va correspondre à ça. Donc à tout ce que vous voyez dans l'admin, ça va être edit, c'est la fonction edit qui le gère, et la fonction save, il va l'appeler pour enregistrer en base de données votre bloc. Donc ça c'est la base. Du coup, edit, ça va ressembler un peu plus à un formulaire. En gros, on va demander aux gens de rentrer des trucs dedans. Et après, on va sauvegarder tout ça avec la fonction save. La difficulté, on en parlait avec Simon tout à l'heure, la difficulté, c'est que la volonté de WordPress, maintenant, c'est que dans l'éditeur, parce qu'on n'est plus Gutenberg, donc dans l'éditeur, on doit avoir presque le même rendu que sur le front du site. Et vous allez voir, ça c'est compliqué à faire, hein. On n'est pas obligé non plus de le faire à fond, mais parce que dans l'éditeur, on est quand même c'est quand même un formulaire, quoi. Là où vous allez afficher un paragraphe, dans l'éditeur, vous allez afficher un champ input. Il faut que les gens puissent rentrer des trucs dans un paragraphe. Et vous allez voir, style est toujours pareil, un champ input, un paragraphe, c'est pas toujours évident. Mais voilà. Donc, la fonction edit. La fonction edit, c'est là où on attaque la partie un peu React, c'est un composant React. Donc vous pouvez faire juste une fonction, parce qu'une fonction c'est un composant React, donc ça vous pouvez faire ça. Ou vous pouvez passer un vrai composant dérivé, enfin un composant classe, parce que les autres c'est vrai composant quand même, mais un composant de type classe, et du coup pour ça, faut, comme en React, il y en a qui ne voient pas du tout comment fonctionne React quand même. Ouais, pas du tout. Pas de chance. C'est vachement bien, React. Je vous explique React en 1 minute. Je vous explique pas tout React, les concepts de base. Donc React, c'est une classe qui étend la classe React componente. Ça, c'est le principe.
dans notre WordPress, ils nous donnent, on ne travaille pas en React directement. Ils ont une abstraction de React, ce qui va leur permettre de gérer la rétrocompatibilité. Si React change des trucs qu'ils ne veulent pas prendre, mais eux, ils auront quand même une espèce de tampon. Donc en gros, tout ça pour dire qu'on n'étend pas React Component, mais on étend Component qu'on a récupéré dans WP Element, qui nous est fourni par WordPress. Donc ça, on a une classe. Dans React, une classe, notre classe qui est dans Component, en gros, elle a un render. Donc render, c'est à chaque fois qu'on va afficher mon bloc, ça va passer dans la fonction render et afficher ce truc-là. Et la magie, c'est que on va gérer des attributs, donc tout ce qui va être variable. Dès que je change quelque chose, automatiquement, et là, nous, on n'a pas à le faire, dès qu'on change une variable de notre classe, paf, ça rejoue toute la fonction render. C'est la magie de React. Il y a deux grands types de variables dans nos classes React. C'est les props. Donc les props, c'est les variables qui sont transmises, héritées en fait des composants qu'appelle le nôtre, quoi, du reste de votre interface. Donc elles, on ne peut pas y toucher, quoi, mais on fait que les afficher. Et on peut aussi en avoir des propres, qui appartiennent à notre classe, et ça, c'est les states. Et en gros, dans React, on va bosser avec des states, avec des props. Et dès qu'on va changer les states, ou dès que les props vont changer parce que quelque chose a changé au-dessus de nous, on va retourner dans le render. C'était React en pas longtemps, ça. Mais ça, c'est le concept. Voilà, vite fait. Très vite fait. Et du coup, la fonction edit, elle fonctionne pareil. Donc, soit vous donnez juste une fonction JavaScript, et en fait, ça, c'est comme si vous donniez que render. Donc, elle va être rappelée à chaque fois qu'il y a une props qui va changer. Soit vous pouvez faire toute une classe et profiter dans React, ils appellent ça le life cycle. Donc, en gros, vous allez pouvoir dire, attention, quand mon composant est mount, donc quand il est chargé, ouais. Quand il est chargé, je fais quelque chose. Dès que j'ai une state ou une props qui change, je peux faire une action. Vous allez pouvoir intervenir à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur votre composant. C'est le life cycle React. Donc si vous en avez besoin sur vos composants, ça va arriver assez vite si vous faites des composants un peu costauds. Il vaut mieux carrément faire une classe en faisant un extend de composantes que vous récupérez. Mais si vous faites des petits composants, juste déclarer une fonction, comme ça, là, comme le save, juste une fonction ici, vous pouvez déjà vous en sortir pas mal. Ok. Dans notre fonction edit, là, notre classe edit, comme vous avez choisi, vous récupérez dans les props, donc dans les propriétés qui sont héritées, vous récupérez attributes, set attributes. Donc ça, du coup, ça va correspondre aux variables aux variables de votre classe, quoi, grosso modo. Ça, vous allez récupérer. Si vous voulez les changer, il faudra appeler cet attribut pour changer vos attributs. Vous allez récupérer le class name, que vous allez pouvoir afficher, mais si vous ne le faites pas, ça le fait tout seul. Mais quand même. Et vous allez récupérer isSelected, qui était hyper intéressant avant et dont on n'a plus trop besoin maintenant. Mais en gros, si vous voulez savoir si votre bloc est sélectionné, pour faire une action quand il est sélectionné, vous avez isSelected dans vos props. La fonction save, elle est plus simple, c'est save, c'est ce qui va être sauvegardé en base de données dans votre post content, là, dans la base de données. C'est ce HTML-là qui va être sauvegardé. Et on va voir qu'elle est très importante aussi parce que c'est là où il va parser les attributs. On va voir ce que c'est les attributs juste après. Et donc il faut quand même bien y réfléchir. On a vu qu'il ne fallait pas trop la changer celle-là parce que quand on change, il n'est pas très content. Donc c'est pour ça que je vous ai redit, attention, si vous voulez la changer, n'oubliez pas de déclarer que avant votre marquage c'était ça, maintenant c'est ça, avec la fonction deprecated dans register block. Et maintenant, on va poser des attributs. Parce que c'est bien beau d'avoir fait notre petit render, on a besoin d'attributs. Donc on a un attribut, qu'est-ce que c'est? C'est les petites variables dont vous avez besoin. Par exemple, moi, le petit bloc que je vais vous montrer, c'est... Non, mais c'est pas le vrai. Hein. Attends.
Je le vire. Ça, c'est une notion dont on va pas parler, mais il y a une notion de reusable block. On peut déclarer un bloc comme étant, on peut le fixer, et puis après, il est réutilisable. Super cool. Donc, là, j'ai fait juste un petit bloc qui va vous afficher un lien. Et du coup, là, typiquement, comme attribut, je vais avoir besoin du texte de mon lien. Ça, c'est un attribut. Faut qu'on le stocke quelque part. Et du coup, la manière dont ça marche, c'est qu'il faut le déclarer. On déclare que j'ai besoin d'un texte. Et par contre, pour le récupérer, quand j'édite mon bloc, quand je reviens sur mon article, en gros, quoi, pour que lui il sache où il est stocké, comme en base on stocke que le HTML que vous avez déclaré dans notre fonction save, vous allez lui dire le texte c'est le HTML de mon sélecteur. Sélecteur, c'est des sélecteurs CSS. Vous pouvez faire A. la classe que vous voulez. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir refaire le lien et dire le texte de ton bloc, c'est le HTML de mon sélecteur A. Et il va pouvoir remplir votre petit input, parce que ça c'est quand même un input, donc il avait besoin de connaître sa valeur grâce à son attribut. Donc on a vu que... non, pas vu. C'est là où moi je vais lui déclarer... Ça, c'est un composant, voilà, rich text. C'est là où je donne que la value, sa value à ça, qui va être un input de type texte. C'est texte, c'est l'attribut texte. Et attribut, je l'ai récupéré en props. Et il y a plusieurs sources possibles. On va voir les sources. Donc vous pouvez dire... l'attribut dont j'ai besoin, je le récupère. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est le HTML de... Vous donnez toujours le sélecteur, donc c'est le HTML de tel sélecteur. Donc là, vous avez récupéré du HTML. Vous pouvez dire que c'est le texte. Donc la différence entre texte et HTML, c'est que le texte, il y aura, par exemple, si dans mon lien, je mets un strong, là, ça ne va pas marcher. Parce qu'ici, il veut que du texte, pas du HTML. Ici, il va récupérer tout votre texte avec votre strong. Vous pouvez aussi dire que c'est un attribut. Donc, par exemple, si vous avez mis une image, que vous voulez l'URL de l'image, vous direz c'est l'attribut src du sélecteur IMG. Vous pouvez aussi faire un tableau d'attributs. Si votre attribut, c'est un tableau, si on reprend l'exemple de l'image, si vous voulez que votre attribut, ce soit le tableau des différents attributs de l'image, vous pouvez faire un tableau en disant il y en a un c'est le alt, il y en a un c'est le src. Vous avez tout un marquage qui vous permet de récupérer directement un tableau qui correspond aux différents paramètres de votre image. Et vous pouvez aussi enregistrer vos attributs en méta. Donc si vous mettez source méta et après vous donnez la clé de la méta, il va automatiquement faire l'enregistrer et la récupérer quand il a besoin. Et pour sauvegarder, typiquement quand c'est en méta, tous les blocs, donc en base il les sauvegarde en HTML et au-dessus il met un commentaire HTML avec l'ID de votre bloc et après sous format JSON il va mettre les éléments dont il a besoin. Donc si vous avez un attribut qui est en méta, il va leur montrer cet attribut là il est en méta, telle clé, et il va pouvoir vous le récupérer. Et vous pouvez aussi ne pas donner de source et dans ce cas là il va enregistrer la valeur de votre attribut directement dans le JSON. Donc parce que ça des fois typiquement on veut qu'il y ait 4 trucs, genre 4 icônes, mais on veut laisser la main à l'utilisateur, il en veut 3 ou 4. Dans le HTML, vous n'allez pas avoir cette information de 3 ou 4, vous n'allez pas dire compte le nombre de paragraphes. Vous pouvez juste dire j'ai un attribut qui est nombre d'icônes, et cet attribut, vous ne lui donnez pas de source, et il va l'enregistrer lui dans le commentaire HTML qui encadre votre bloc. Et ça, typiquement, voilà, ça peut ressembler à ça. Voilà. Là, par exemple, j'ai besoin d'un attribut ID. Je dis que c'est un type number, je ne mets pas de source. Il va l'enregistrer dans son commentaire HTML. J'ai besoin d'un file name. Je prends, c'est une source HTML et le sélecteur, c'est un joli sélecteur, not. Lui, voilà, c'est un string. Oui, on peut leur donner un type. La source, on va prendre l'attribut href de ce sélecteur-là. Et ça, c'est juste pour dire qu'on peut aussi donner une valeur par défaut. On peut dire défaut.
Et lui, typiquement, il n'a pas de source. Pareil, cet attribut-là, il sera enregistré en commentaire HTML de votre blog. Ce qui est donc recommandé de faire pour tous vos... Parce que là, maintenant qu'on a nos attributs, on va vouloir ajouter des petits éléments, hein, des petits inputs, des petits boutons pour pouvoir setter ces attributs, parce qu'il faut bien que l'utilisateur il ait la main pour pouvoir dire je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et du coup, on a besoin classiquement de tous les éléments d'un formulaire, quoi, des inputs, des selects, des trucs où il puisse agir. Et tous ces trucs-là, vous n'avez pas du tout à les refaire, vous allez utiliser les composants qui sont dans le corps de WordPress. Et le corps de WordPress a une belle bibliothèque de composants. Et comme je vous ai dit au début, tous ces trucs-là, c'est des packages maintenant, des packages externes. Ils sont pas, WordPress les consomme aussi en package NPM, enfin en package JavaScript. Et ils les ont découpés en plein de packages différents. Et ce qui est assez rigolo, c'est que du coup, toute cette banque de composants, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel projet. Vous faites un npm install @WordPress componente --safe, paf, vous avez les composants, vous pouvez l'utiliser où vous voulez. Et c'est vrai pour tout nouvel éditeur, et comme ça, c'est vraiment une série de packages. Et c'est comme ça que Drupal, typiquement, s'est dit, ah bah tiens, on va essayer, et il y a un projet pour mettre le projet Gutenberg dans Drupal. Et c'est vraiment pas compliqué à faire, parce qu'il suffit de require, pas compliqué, si je pense que c'est compliqué, mais techniquement il suffit de require une série de composants et après de refaire le taf, quoi. Et ils ont lancé aussi une idée de Gutenberg Cloud, qui serait une espèce de bibliothèque de blocs qui ne dépendrait pas de WordPress, qui serait vraiment qui pourrait s'installer n'importe où, comme les composants du corps, d'ailleurs, comme cela. Et donc, si vous voulez faire ça, je dis ça, vous allez voir où je vais en venir. Si vous voulez faire ça, il ne faut pas utiliser comme je vous ai montré, les variables globales setées par WordPress, parce que si vous n'êtes pas dans WordPress, ça n'existe pas. Du coup, il faut que dans votre package.json, là, vous allez require le package WordPress componente, et puis ici vous allez importer votre package depuis, vous allez importer votre composant depuis le package. Donc import -icon from @wordpress-componente. Si vous avez envie d'être CMS agnostique, enfin en tout cas que vos blogs puissent s'installer sur WordPress comme sur Drupal, comme sur d'autres, s'il y en a d'autres qui ont envie de le supporter, et ben c'est possible. Tout ça pour dire que nous, pour faire notre belle petite interface, on va utiliser toute cette librairie de composants de WordPress, qui est hyper complète, hyper intéressante et qui est plutôt bien faite. Donc vous avez tout ce par défaut, les textes, les boutons, les selects, les checkbox, les radios, le range, enfin vous en avez plein. Ceux-là, ils sont un peu spéciaux, je vais vous montrer juste après. Puis il y en a qui vont un petit peu plus loin, vous avez des color pickers, des spinners, des datetime pickers, et vous avez même un contrast checker. Lui, il est assez cool, vous lui donnez une image de background et une image de texte, puis il vous dit si c'est bien. Si c'est le bon ratio, il vous dit oui, non. Et puis vous n'avez rien d'autre à faire. C'est hyper simple à utiliser. Faites-le. Du coup, si on reprend mon petit bloc de démo, là par exemple, donc, pour pouvoir rentrer du texte, un des composants que j'ai utilisé, qu'on utilise du coup assez souvent, c'est le rich text. Et le rich text, il permet de faire pas mal de trucs. Vous pouvez lui dire que vous pouvez lui donner le type number, type machin, et en gros ça va vous faire un input de type, par défaut c'est du texte. Vous allez pouvoir faire pas mal de trucs, dont ça, c'est pratique. Vous pouvez lui dire que votre rich text, il prend le formatting control, bold, italique. Et ça va vous donner ça tout seul, là, automatiquement. Là, vous n'avez plus grand chose à faire et vous pouvez. Tous ces petits trucs-là, voilà. Et puis là, ça va vous faire la balise strong, ça va vous faire tout ça tout seul. Donc le composant rich text, typiquement, il est chouette pour récupérer du texte. Mais maintenant, si on veut, par exemple, rajouter une petite icône bien, pas bien,
Et ben c'est pareil, tous ces petits trucs-là. Ah oui, non, ça c'était pour vous montrer. Il y a deux zones qui sont cool. C'est la petite zone de contrôle ici et la petite zone de contrôle ici. Donc, ici, vous mettez que des... c'est que des attributs qui vont être importants pour tout le bloc. Et si vous voulez, par exemple, là, le bold, bah, lui, c'est que pour le texte sélectionné, donc on le met plutôt ici. C'est comme ça que vous décidez de mettre plutôt quelque chose ici ou ici. Puis grosso modo, bon, bah, ici, vous n'avez pas beaucoup de place. Donc des fois, juste vous le mettez là, parce qu'ici, pas beaucoup de place. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Il suffit de mettre tous les composants que vous voulez dans un composant bloc contrôle, et automatiquement, ils apparaîtront au bon endroit quand votre bloc est sélectionné. Donc dès que mon bloc est sélectionné, pouf, le bloc contrôle apparaît. Donc ça, c'est les petits boutons qui sont au-dessus. Et si vous voulez que ça ait vraiment la même gueule que les composants du corps, il faut en plus utiliser toolbar. Et comme ça, vous verrez, c'est stylé tout pareil. Donc là, typiquement, mon petit pouce en haut, en bas, c'est ce petit truc-là. Là, c'est des petits... c'est un petit composant... on voit mieux avec lui en fait. Dans Toolbar, c'est drop menu. Dans Toolbar, en gros, vous donnez la liste de vos contrôles et automatiquement, il fait des jolis affichages. Là, typiquement, ça, vous lui donnez deux contrôles, un up, un down, avec une icône, un titre et une action sur le clic. Donc là, moi, on click, j'ai juste fait un petit set attribut pour savoir si c'est up ou down. Et je récupère mon attribut pour afficher un dash icône attribut, donc sum up ou down. Et si vous voulez faire un petit drop menu, c'est pareil, vous avez un composant drop menu. Ça, c'était pour essayer de vous montrer à quel point c'est simple de faire des petites interfaces. Tous ces petits composants là, on a vraiment toute la logique de comportement, elle est vraiment faite, quoi. On a vraiment juste à dire, moi je veux tel titre, telle icône, machin, et tout s'affiche, tous les styles sont les bons, j'ai pas fait une seule ligne de style, il n'y a vraiment rien, quoi. C'est quand même assez pratique, et au clic, ça re-render automatiquement parce que j'ai une props qui a changé, ça c'est la magie de React. Tac, tac. Et si vous voulez rajouter un truc ici, donc là c'est le SRC de mon lien. Donc si j'ai envie de mettre mon site, voilà. Et bien pour ça, il y a un autre composant qui s'appelle inspecteur contrôle. Et ça, automatiquement, ça va aller se mettre dans la sidebar. Donc vous faites inspecteur contrôle. Si vous voulez, le panel body. Le panel body, c'est le petit composant qui permet de faire le petit accordéon comme ça. Donc vous dites, moi, je veux que ça s'affiche dans un petit accordéon. Donc dans un petit accordéon, vous dites juste tab panel body avec un titre. Et après, dedans, vous allez lister tous les contrôles que vous voulez. Donc là, typiquement, paf, un petit composant text control. Vous lui donnez son label, la valeur. Là, j'ai fait un type URL. Quand on change quelque chose, on set l'attribut. Et tout change, quoi. Donc c'est quand même, quand on reste dans des choses assez simples, ça va vraiment très très vite de rajouter un input, un select, un range, un truc, et à chaque fois que ça change, en gros, on fait varier les attributs, et automatiquement, ça render, ça repasse dans le render, et ça affiche tout comme il faut. C'est beau, c'est facile. Donc ça, c'est les attributs. Les deux zones qu'on vient de voir, le bloc contrôle, inspecteur contrôle. Donc la petite zone au-dessus, la petite zone à droite. Donc ça couvre à peu près... je vous montre quand même juste le save que moi j'ai fait. Le save, il est... donc comme j'ai utilisé un rich text, j'utilise un rich text content pour le save. C'est comme ça qu'on récupère le contenu d'un rich text content. Vous pouvez donner le tag name, là j'ai mis un A avec un href, l'attribut href, là c'est l'attribut href et le texte donc que je récupère de mes attributs.
Et pour l'icône, j'utilise le composant dashIcone qui va sauvegarder en base, lui il va sauvegarder directement en SVG. Et du coup après vous voyez mes attributs, je récupère, lui je le récupère du coup, je peux pas le parser dans mon HTML, donc je l'ai pas mis de source, donc il va aller dans mon commentaire HTML. Et pour les autres, je lui dis le href c'est l'attribut href, le texte c'est le HTML du lien. Et hop, il retrouve tous mes attributs, ma fonction save elle fonctionne. On va voir deux autres types de blocs beaucoup plus simples. C'était la partie vraiment compliquée, on vient de la finir. Le inner block, c'est mon bloc préféré, parce que c'est trop cool. On en parlait juste avant qu'on discutait de ACF. Sachez que l'ACF a mis, pour l'instant c'est quoi? C'est un plugin à part pour avoir le truc. En gros, tout le monde va associer ACF, Advanced Custom Field, pour créer des méta à tous ces contenus. Et ACF, donc avant on pouvait créer plein de metabox pour ajouter des cartes, des répéteurs, des champs de toutes les, j'en ai vraiment beaucoup. Et maintenant en fait ils font une espèce de constructeur de blocs où on va pouvoir créer un bloc et dire dedans je veux un champ date, un champ truc. Et donc je pense, mais j'ai pas regardé, c'est un peu récent tout ça. Je pense qu'ils utilisent inner block. Inner block, en gros, vous allez déclarer un bloc, comme on a vu, register block avec un titre, un machin, tout. Mais par contre, dans l'edit, vous dites juste que c'est un inner block. J'ai quand même une petite div avec le class name là. Et en gros, vous dites juste que c'est un inner block. Et en gros, ça va vous permettre, il va pouvoir accueillir des blocs. Donc ça c'est très pratique si vous voulez faire par exemple un bloc où vous savez que vous avez besoin, par exemple vous voulez faire un bloc où il y a une image, un titre et un contenu. Vous voulez ça, avec un marquage un peu que vous allez maîtriser. Et vous dites inner block, et dedans vous allez pouvoir dire les blocs que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, en leur donnant même les attributs. Vous pouvez même leur fournir des attributs. Donc vous dites, moi mon bloc en fait c'est, voilà par exemple j'ai un paragraphe, une image, un paragraphe. Et du coup, ça c'est hyper puissant, surtout si vous faites des sites pour des clients, vous leur donnez un peu la main, mais pas trop. Donc vous avez quand même des blocs qui sont, c'est quand même préconfiguré. Et vous rajoutez un petit template lock all, là ils peuvent rien bouger. Ils peuvent pas en enlever, ils peuvent pas en ajouter. Vous pouvez aussi faire en sorte que le template lock, là, vous pouvez dire, ils font ce qu'ils veulent. Je sais plus comment, il faut regarder exactement ce qu'il faut écrire. Il y a trois trucs. En gros, je vous donne, on donne un template par défaut, mais vous pouvez les enlever, les réordonner, en rajouter d'autres. Ouais. Vous pouvez dire, ça c'est la base, vous pouvez en rajouter d'autres en dessous, mais ça, il y a ça. Et vous pouvez dire lock all, et alors là, il y a ça, il n'y a que ça, vous pouvez rien rajouter. Donc ça, c'est vachement pratique, du coup, pour construire rapidement des petits blocs, genre si vous voulez... voilà, vous avez une maquette et vous voulez vite faire le petit truc, genre je veux la petite photo, les avis des clients, la petite photo, les petites étoiles, et puis le paragraphe et la petite signature. Paf, je crée un petit bloc tout prêt pour mon client. Il a juste à récupérer avis client. Il a son truc, il a juste à glisser la photo, la photo, la petite note, le paragraphe, la petite signature. Et vous avez juste fait ça. Et pour le save, il suffit de faire inner block content. Vous gérez rien, tout est fait pour vous. Ça, c'est cool. Et l'autre type de bloc, c'est le bloc dynamique. Parce que là, tout ce qu'on a vu, c'était du contenu rentré par votre utilisateur. Il a vraiment rentré le contenu à la main. Ça ne va pas changer. Mais par exemple, vous voulez un bloc qui affiche les 5 derniers articles. Les 5 derniers articles, ils vont changer. Il ne va pas repasser, changer son bloc à chaque fois qu'il publie un article, repasser. Donc il y avait quand même ce besoin d'avoir des blocs dynamiques. Et alors c'est là où c'est là où je m'embrouille. C'est là où c'est compliqué les blocs dynamiques. C'est que, bon, je vous explique comment il faut faire, mais comment il ne faut pas faire. Alors, comment il faut faire? Les blocs dynamiques, vous faites dans votre PHP, quand vous déclarez votre bloc là, pour que les InQScripts se fassent au bon endroit, vous rajoutez un callback PHP. Et en gros, à chaque fois que le bloc va s'afficher,
c'est la fonction PHP qui va prendre le relais et qui va faire le rendu, plus les composants React. Donc côté blog, il n'y a vraiment plus grand chose à faire parce qu'en gros le save il return nul parce qu'on ne veut rien sauvegarder en base, c'est pas en base, c'est dynamique. Donc on return nul. Pour faire joli, dans l'edit vous pouvez utiliser le server side render qui est un composant toujours dans la librairie des composants qui lui en fait va faire un appel à Ajax, va aller appeler votre fonction PHP et va vous l'afficher dans votre éditeur. Bien sûr, vous pouvez rajouter des attributs si vous avez besoin. Par exemple, si on prend mon exemple des derniers articles publiés, vous allez pouvoir dire t'en veux combien. Donc un attribut de compte, et vous passez vos attributs au serveur site render, et lui il va aller vous afficher 5 si vous avez demandé 5, 4 si vous avez demandé 4. Vous pouvez dire quelle catégorie, faites un select de catégorie, ça va aller chercher que les articles de la bonne catégorie. Donc il y a quand même une notion d'attribut que vous passez au serveur side render. Dans la fonction PHP, lors de l'affichage, les attributs, vous allez les récupérer automatiquement dans le paramètre de votre fonction. Donc ça, c'est vachement bien. Alors par contre, c'est là où on arrive à toute la problématique, c'est que eux, ils ont dit ça, ils font, ouais, en gros, vous pouvez gérer vos blocs en PHP, mais en fait, faut pas le faire. Et ce qu'ils voudraient, eux, c'est que ce soit que du JavaScript. Donc en gros, ils disent, il n'y a pas besoin de blocs dynamiques, parce qu'il suffit de créer une route dans la PRS qui va faire, vous allez récupérer le JSON qui vous intéresse. La plupart des routes, elles existent. Si vous voulez faire les 10 derniers articles, vous appelez la route de l'API Post, les récupérer, vous pouvez passer les paramètres, tout ça, ça existe. Et après, du coup, vous récupérez un JSON, en React, vous faites votre affichage. Le seul souci, c'est que la réponse, c'est ouais, mais côté front, qu'est-ce que je fais? J'ai pas de React côté front. Si tout mon thème il est en PHP, qu'est-ce que je fais? C'est là où il y a ce qu'il faudrait faire idéalement, effectivement, ce serait tout faire en JavaScript, ce serait super bien, mais ça veut dire qu'il faut avoir un front en JavaScript qui va appeler les routes et tout. Donc bon, c'est tout le petit souci, et bon, en gros, ils disent, bon, d'accord, vous pouvez utiliser du PHP, et nous, on fera le côté éditeur, on a ça pour faire automatiquement l'appel, et puis en front, là, c'est carrément, au moment où il récupère le contenu, il parse en gros, il va quand même sauvegarder juste un commentaire HTML, disant, c'est tel bloc avec tel attribut, il appelle la fonction, et vous le rend, et vous l'affiche. Là, c'est fini. Et si vous avez des questions, c'est maintenant. C'était tellement clair qu'il n'y a pas de questions. Formidable. Donc si on va utiliser autre chose que du React, du Vue ou Angular. C'est possible. C'est possible parce que du coup, dans la fonction edit et la fonction save, finalement, il va les appeler pareil, ouais. Enfin, ça va ton composant vue, du moment que son render il va finir par envoyer de HTML, ça va fonctionner. Pareil pour le save, parce que le save finalement c'est un composant, mais vue il a la même chose, ces composants au final ils finissent toujours par afficher du HTML qui sera sauvegardé, quoi. Donc ça fonctionne. Après la vraie question c'est est-ce que tu veux sachant que tu as déjà que tu as déjà le React et puis tous les trucs, est-ce que tu veux toi dans l'admin rajouter ça? Et si tu veux, La version de React utilisée par WordPress derrière, ça va avec du CS quelque chose. Et ça sera fixé par rapport à la version de WordPress. Ouais. Ce sera fixé, ouais, clairement. Mais leur réponse à ça, c'est que c'est du React, il y a une couche d'abstraction, donc de toute façon, tu ne consommes pas React en direct, quoi. Donc après, ils ne te donnent pas du tout la main sur tout ce que propose React, quoi. Et par contre, ce qui t'affiche de React, ce que tu peux utiliser de React, ça, normalement, ils vont essayer de se débrouiller pour que ce soit à peu près rétro-compatible et tous ces trucs-là, et ils vont essayer de suivre. Enfin, je sais pas trop, mais j'espère en tout cas qu'ils vont essayer de suivre un peu les évolutions de React. Et sachant, comme tu disais, si on veut créer un composant qui soit justement WordPress agnostique, on veut dire, ouais. Là on va probablement, enfin si on aime bien React, on va l'écrire en React et pas en WordPress. Ouais.
Ouais, puis tu pourras toujours utiliser la librairie de composants de WordPress pour quand même que l'affichage soit cohérent, quoi. C'est quand même ce qui est conseillé. Ouais, on va rentrer dans une période assez longue, à mon avis, de legacy. Tu as des bonnes pratiques, des conseils à donner pour gérer les vieux shortcodes, entre guillemets, pour intégrer ça. Du coup, on va faire ça en bloc dynamique, PHP. Oui, je pense que si tu as un plugin qui utilise des shortcodes, clairement, le bloc dynamique, ça va être la réponse la plus rapide et puis la plus simple. Ok. Et ouais, non. Les metabox sont compatibles. Si tu as un plugin qui gère des metabox, ça, tu n'as pas besoin d'y toucher, il les affiche. ACF marche bien, Yoast marche bien avec Gutenberg. Ils ont quand même vraiment beaucoup bossé sur leur rétrocompatibilité. Il y a un bloc shortcode. Donc, quelque part, si tu as un plugin qui gère des shortcodes, tu peux toujours insérer un bloc shortcode et puis écrire ton shortcode, ça va marcher. Ok. Et du coup, question induite, enfin, j'ai pas regardé le roadmap et tout, mais le support des metabox, c'est à peu près s'arrêter, a priori. Enfin, ah non, ça va rester. Bah, ils encouragent dès à présent tous les éditeurs de plugins et de thèmes qui gèrent des metabox là, j'avais pas le temps, c'était déjà assez dense comme présentation. J'avais pas le temps de vous montrer, mais c'est la plugin API, ils appellent ça, pour gérer tout ce qui est pas dans l'éditeur en fait. Parce que là, les blocs c'est que dans l'éditeur. Et du coup, vous pouvez très bien gérer typiquement les metabox qui ont toujours été à côté. Là, maintenant, il y a une API aussi pour gérer, ça se met souvent dans la sidebar. Vous pouvez rajouter des champs, des trucs pour enregistrer ce que faisaient les metabox, quoi. Ça existe. C'est la plugin API, si ça vous intéresse. Et pareil, on a accès à toute la librairie de composants pour gérer ces petits formulaires. Par contre, les mécanismes pour récupérer et sauvegarder en base, ils ne sont pas automatiques, pas comme les blocs. Il faut maîtriser un peu React et 2-3 concepts React pour y arriver. Question con, mais là on a un site lambda en 4 points quelque chose, ça passe en 5, tout se passe bien ou... Tout se passe bien. Sûr ? Ils ont vraiment fait un gros travail de rétrocompatibilité. Alors déjà, dans l'immédiat, tu fais la mise à jour, tout ce qui est en base, c'est pas touché. Ils font pas une moulinette pour aller... Et du coup, quand tu retournes sur ta page, ils ont en fait un bloc qui est l'ancien éditeur, qui est le TinyMC. Donc en gros, quand tu y vas, tu as tout ton contenu qui est dans un bloc TinyMC. Et tu as un petit bouton où tu peux faire... et c'est là où tu prends des risques. Tu peux faire convertir en bloc. Oui, donc c'est ça. C'est au moment en fait, où tu es dans l'éditeur qu'il y a éventuellement quelque chose qui peut se passer. Tant que tu n'y retournes pas, de toute façon, il n'y a aucun problème. Rien ne saute. Et après, si tu as peur, tu peux rester, avec, tu peux gérer tout ton contenu dans un seul bloc TinyMC. Alors là, ça perd tout son intérêt, mais c'est possible. Ouais, non, mais c'est une question temporaire. Mais du coup, ça saute pas. Alors du coup, si vous en voulez pas du tout, il y a un plugin qui désactive Gutenberg, un truc comme Classic Editor. Ouais. Et par contre, il y a un plugin qui est vachement plus intéressant, et je sais plus comment il s'appelle, ça j'aurais dû le noter. C'est 10up, je crois qu'il a fait, une grosse agence, et en fait qui vous permet de désactiver le nouvel éditeur, mais par post-it. Donc vous dites, typiquement les articles, j'ai rien fait de particulier sur ce projet, vas-y, éclate-toi avec Gutenberg. Par contre, mon post-it, où j'en ai chié, j'ai 200 champs ACF et tout, va pas me foutre du Gutenberg, lui, pas Gutenberg. Et du coup, par post-it, vous gérez Gutenberg, pas Gutenberg. Et ça, j'ai l'impression que pour faire une transition, c'est une bonne solution. Mais sinon, un classique éditeur, et puis tout va bien. Je reviens avec les vieux shortcodes, mais il y a quand même ils sont assez fondamentaux, c'est qu'avec les dynamic blocks, finalement, les shortcodes, ils vont être rendus. Ouais. Ouais, c'est quand même... C'est bien. Ouais. Des fois, ça va faire chier, en fait. Ouais, et là, typiquement, en ce moment, je suis sur un projet où on a décidé d'utiliser Gutenberg, et dans les dynamic blocks, ce qui est chiant, du coup, c'est qu'il faut gérer ton JavaScript. Hier, je faisais une galerie, c'est un slider. En fait, c'est vachement chiant parce que tu dois gérer un comportement front et un comportement
dans l'éditeur. Et il y a plein de petites différences, c'est pas tout à fait pareil. Alors du coup, tu as un espèce de script commun, plus tiens, je rajoute un petit truc pour l'admin, j'enlève un petit truc pour le front. C'est assez compliqué d'avoir le même rendu. Je pensais, avant de mettre les mains dedans, je pensais pas en fait que rencontrer autant de difficultés à faire marcher de la même façon dans l'éditeur et sur le front. Non, puis même, tu as des trucs comme Event Calendar, c'est des trucs assez populaires, on va dire. Des sites montés à base de plugins, enfin, ça te fait des monstres en fait, quoi. Qu'on n'a pas envie de voir dans l'admin, mais qui vont être rendus quand même. Non, dans un premier temps, ce sera un bloc shortcode. Okay. Après, si lui, il a envie de... Si le mec qui fait ça, enfin, ou les mecs qui font ça, ils ont envie, il faudra qu'ils réfléchissent. Ça va être bien. Ouais, il y a du boulot. ça change beaucoup, quoi. Ça change clairement beaucoup. Ce qui est à peu près sûr, c'est que pour faire une gestion de contenu simple, je mets des titres, des images, du texte, ça reste simple. L'interface est quand même assez simple. Quand on va chercher à faire des mises en page compliquées, ce qu'on ne pouvait pas vraiment faire avant, ça demande de prendre un peu l'interface en main et c'est un peu compliqué. Et pour nous développeurs, comme vous avez vu, c'est pas non plus. On a beaucoup d'aides pour gérer. On a beaucoup de composants déjà pour gérer tous les jolis formulaires, toute la sauvegarde et tout. On n'a pas à gérer, c'est quand même pas mal, mais ça demande un peu de boulot. Et puis surtout, si on était habitué au PHP, et puis là, il n'y en a plus, quoi. Donc c'est un autre langage, c'est un autre boulot. Donc ça demande pas mal de boulot. Après. C'est quand même vachement cool. On peut vraiment faire beaucoup plus de trucs qu'on ne pouvait faire. Et si on fait des sites pour des clients, on peut, en bossant pas beaucoup plus, on peut quand même mettre dans les mains du client un outil qui va vraiment plus loin, quoi. Qui vont galérer un petit peu à prendre en main. Il faudra les accompagner un petit peu là-dessus. Mais par contre, on peut vraiment faire plein de trucs qu'on ne pouvait pas faire avant, quoi. Un exemple bête, c'est le bouton par exemple, on pouvait pas faire un bouton facile, quoi. Là, il y a un bloc bouton, on fait un bouton, on choisit la couleur, boum, on a un bouton, quoi. Ça avant c'était compliqué, quoi. Un tableau, c'était compliqué de faire un tableau. Là vous avez un bloc tableau, vous dites tant de colonnes, tant de lignes, et vous mettez ce que vous voulez dans les cases, quoi. Enfin, c'est simple, quoi. Enfin. Il y a des trucs, il y a des trucs qui n'étaient pas évidents, qui deviennent beaucoup plus évidents. Et les shortcodes, ils en veulent plus. Enfin, faudra arrêter d'en faire. L'avenir du shortcode c'est pas génial. Mais après, tous les gros plugins ont bien suivi le truc, hein. Si vous avez des plugins, j'espère que vous avez suivi et que vous y êtes mis un peu aussi. Mais bon, ça fonctionne. Et essayez du coup la bêta de WordPress 5. Il y a dans WordPress 5, il y a du coup l'éditeur qui change et puis il y a un nouveau thème. Donc c'est super cool. Il y a un nouveau thème, donc qui est tout joli et qui fait tous les blocs comme il faut, enfin en gros qui fait tout ce qu'il faut pour utiliser Gutenberg. Et ils ont mis à jour tous les anciens tomes, tous les anciens 20 là, pour qu'ils gèrent les blocs Gutenberg. Mais il n'est pas en React, le font du nouveau thème ? Non, il n'est pas en React. Non, on n'est pas encore obligé de faire les fontes en React. Non, mais pas obligé, mais c'est vrai, ils auraient pu mettre un thème pour montrer... Non, c'est vachement bien ce qu'ils ont fait. Ils ont vraiment fait un thème qui est assez proche des autres, mais qui t'explique juste les bonnes pratiques pour gérer Gutenberg. Donc, étudiez-le. Comme tous les thèmes 20, toutes les bonnes pratiques sont dedans. C'est des bons thèmes à dépouiller et à regarder. Mais les thèmes, en gros, c'est des pour ceux qui font des thèmes, c'est des add support, des add thème support. Vous dites, je supporte le Align Wide, et puis après, vous en CSS, à vous de gérer, côté front uniquement, pas côté éditeur, à vous de gérer le côté, les blocs peuvent aller full, quoi. Donc, si vous avez une sidebar, c'est super chiant à faire en CSS, il faut sortir du conteneur, mais moins la sidebar à gauche, bon, voilà. Ça, c'est votre boulot. À vous de le faire si vous décidez de le faire.
Et après, vous avez, pour les thèmes, vous avez des palettes de couleurs, c'est hyper cool. Il y a une notion de palette de couleurs, et du coup, le thème peut dire, bah, moi, je donne telle palette de couleurs. Et après, dans l'éditeur, vous pouvez faire vous pouvez jouer avec les couleurs, mais qu'avec la palette de couleurs. Et ça, c'est cool. Ça évite l'effet sapin de Noël, tout en laissant... quand même, les gens, ils peuvent jouer avec les couleurs. Ils sont contents quand les gens jouent avec les couleurs. Grosso modo, avec Gutenberg, ils peuvent faire beaucoup plus de merde qu'avant. Un client qui a mauvais goût aura un site qui a encore plus mauvais goût. Fallait que je finisse par demander, est-ce qu'il y aurait des gens intéressés par un atelier création de blocs? Donc un atelier, ça veut dire on se pose par petits groupes à des tables, on vient avec une idée de j'ai envie de faire ça comme bloc, genre ah, bah, j'ai un vieux plugin où je gère un shortcode, et du coup on en discute, on a des ordis et on essaye de... Ça intéresse, ouais, ce serait des bonnes idées. Sachant que du coup, on limitera un petit peu plus qu'aujourd'hui, puisqu'on a limité à 40 personnes les inscriptions. Du coup, en mode atelier, c'est un petit peu compliqué à gérer 40 personnes. Ouais. Donc on limiterait peut-être plus à 15-20 personnes, sachant que en général, ça peut être 20 personnes et il y en a toujours quelques-uns qui malheureusement annulent. Donc l'idée, on met 20 en espérant en avoir 15. Voilà. Parce que en général, on alterne effectivement un atelier plus intermédiaire expert avec un atelier junior après. Mais là, junior, créateur. Mais là, je trouvais que ce qui était intéressant, c'est peut-être pas perdre le fil et qu'en plus de ça, comme Gutenberg sera quand même très vite bientôt. Eh bien, le 19 novembre. Ouais, c'est ça, hein, c'est la quinzaine de novembre. Du coup, on se disait que c'était peut-être sympa de faire un atelier directement après ce meet-up-là. Donc, si ça vous dit, en l'occurrence, ouais, plutôt pas mal. Bon, bah, je pense que demain matin, je vais demander une date dans ce cas-là. Du coup, je vais voir avec Arnaud. Et puis s'il y en a qui se sentent encadrés. Voilà, c'est ça. Par contre, il va falloir quelques encadrants. S'il y en a qui ont déjà bien creusé. Si on a qui se sentent un petit peu d'encadrer des groupes de 3-4 personnes, au moins pour aiguiller un petit peu. Voilà. Parce que, évidemment, ce type d'atelier peut être fait que s'il y a quelques encadrants quand même. On a un peu mis les mains dedans et qui peuvent aider. Sinon tout le monde se demande, alors comment on fait? Je sais pas comment on fait. On va faire un tuto ensemble. Alors. Donc voilà. Et ouais, si, quand même, je finis juste sur un truc, c'est que si vous vous attendez à trouver plein de docs pour les développeurs, c'est mort. Il n'y a rien. C'est de l'enfer. Mais ça... Ça viendra peut-être. Hein. Il y a un gros travail qui est en train d'être fait. Mais c'est le truc où on s'arrache les cheveux. Donc si vous cherchez, moi en gros, il y a plein de trucs que j'ai découvert juste en allant regarder comment étaient faits les blocs du corps. Voilà. Sinon on t'appelle. Sinon on m'appelle. Et les blocs du corps, ce qui est relou, c'est que si vous prenez juste le plugin, et ben c'est minifié, c'est hyper relou. Donc en gros, moi mon truc, c'est que j'utilise GitHub et je vais regarder les blocs du corps. Et les blocs du corps sur GitHub, parce que vous pouvez les chercher longtemps. Et à la racine, il y a un dossier package. Dans les packages, il y a un bloc librairie, et dans bloc librairie, dans le dossier SRC, vous avez tous les blocs du corps. Et là, vous étudiez comment ils font, et c'est là où est l'information pour les développeurs. C'est le reverse engineering. Quoi? C'est le reverse engineering. Tu vas avoir un paquet de vendors pour voir comment ça marche, pour en fait te faire ta doc qui est ensuite utilisée. C'est exactement ça. Et sur tous les composants là, qui sont super chouettes, là, il y a une énorme... Enfin, il y en a vraiment pas mal, quoi. Et tu sais jamais comment les utiliser. Voilà, ils ont tous à peu près un README qui donne... qui fait 2 lignes, qui dit voilà à quoi ça ressemble. Tu n'as aucune information, tu sais pas quoi faire. Donc là, c'est pareil. Tu prends ton composant, tu cherches dans GitHub, tu fais chercher ce composant dans le repository actuel, puis tu vas regarder quel bloc utilise ce composant, puis comment il fait pour putain lui passer ça, comment il fait pour récupérer ce truc. Bonne chance. Tu fais du Willy sur le corps. C'est la méthode de Willy pour effectivement comprendre comment marche WordPress. Il faut aller voir les fichiers du corps et il y a plein de fonctionnalités. Et toi, la difficulté, c'est que quand tu fais du PHP, tu as accès au PHP du corps, tu y as accès. Quoi. Si tu as un IDE bien branlé, quand tu cliques sur les fonctions, ça t'emmène là où est définie la fonction. Quoi. Et
Et là, ça marche pas, c'est minifié, c'est relou, quoi, ça marche pas. Donc, bon, bah, tu vas sur GitHub, tu te remontes les manches et tu trouves tout, quoi. Mais ça va changer. Tout ça va changer, mais... Et du coup, tu peux pas cloner le truc Tu peux cloner en local et le... chercher dedans facilement. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça, et puis, alors si tu le clones en local, bah, faut faire les npm install, npm build, enfin, faut le builder parce qu'il n'est pas buildé. Même si tu builds, tu peux plus chercher dedans. Faut ouvrir les sources et puis faire des recherches dans les sources. Ouais, mais si tu veux quand même l'avoir et qu'il fonctionne, t'es obligé de le builder. Oui, voilà, ouais. Tu le builds, toi, tu veux les sources, toi. Tu builds pour qu'il fonctionne, et tu regardes dans le pas build pour les sources. Non, mais c'est au même endroit. Mais si tu le builds pas, tu peux pas l'utiliser en plugin. npm install, npm run build. Mais moi, c'est comme ça que j'ai eu en local aussi. Mais finalement, je vais sur GitHub parce que la recherche est vachement bien branlée et que tu vois plein de trucs. Et que quand même, tous les composants, ils ont un readme à la racine. Donc de temps en temps, tu as de l'info quand même. Bon, tu l'as aussi, mais c'est bien présenté sur GitHub. Moins bien sur Ouais, je pense qu'il va falloir plus d'un meet-up pour... Je pense que la moitié de l'année, ça va être consacré à Gutenberg. Surtout qu'il y a plein de trucs que j'ai enlevés qui sont hyper plus compliqués. On peut y aller. On en parlait avec Simon juste avant. Si vous vous demandez comment faire des requêtes, il faut pas faire de fetch directement sur l'API pour récupérer. Si vous voulez choper une info sur votre blog, et ben faut pas faire de fetch directement. Faut utiliser des trucs hyper compliqués qu'on n'a pas vu et qu'on verra pas, qui sont pas documentés. Ah, comment c'était? J'ai tout cassé. Oui, comme ça, non, mais c'est vachement bien. Mais il y a plein d'autres trucs à voir. Enfin, on peut continuer de creuser le sujet du nouvel éditeur ultra puissant. Merci Arnaud. La suite, c'est qu'on va picoler, c'est ça? Pour ceux qui s'intéressent. Comme d'habitude, ceux qui ont envie de boire ou manger, on se retrouve dehors et voilà. Enfin, merci à tous d'être venus et dès que j'ai une date pour la prochaine session qui serait donc un atelier, on vous tient au courant et c'est prévu qu'il y ait quand même un atelier senior aussi, je vais essayer de caler les deux quand même. Mais voilà. En tout cas, on vous tient informé par le meet-up comme d'habitude. C'est qui là? Ah, il est là depuis le début.